Voyage en récit. Fongue Damieux. Geoffroy Scrive. Monsieur Damieux, nous sommes à Brest, c'est votre ville, vous l'habitez depuis de longues années il me semble. En tout cas ici, si nous nous rencontrons ce soir, c'est parce que vous exercez donc cette profession de neurochirurgien. J'ai eu la chance, et je le mesure comme tel, de pouvoir vous assister dans vos œuvres. Il s'agissait d'une opération, j'espère ne pas me tromper sur les termes, c'était une trépanation. Vous ôtiez une tumeur dans le cerveau d'une personne. Et j'avoue que cette expérience a été pour moi tout à fait incroyable, assez unique. Point de vue de ce que j'ai pu ressentir, et aussi évidemment du point de vue de ce que j'ai pu voir. Alors, la neurochirurgie, si j'en crois les chiffres statistiques, c'est un métier qu'on exerce après quand même avoir passé 11 ans à étudier, les 11 ans de médecine, première année cadre général, les 4 autres suivantes dans le cadre général aussi, puis après il y a une spécialisation. Et ensuite il y a encore entre 2 et 4 ans d'assistant neurochirurgien auprès d'un maître, j'imagine. Comment, aujourd'hui, fort de votre expérience, comment percevez-vous avec le recul, ces années de formation aujourd'hui? Ce sont des très belles années. Ce sont probablement les années les plus intéressantes de ma vie. C'est des périodes où on apprend tous les jours, du matin au soir, souvent du soir au matin. Et en fait, c'est vrai que vous disiez tout à l'heure que j'habite à Brest depuis très longtemps. Oui, effectivement, depuis 1984. Je suis arrivé quand j'avais 22 ans de Paris pour débuter mon internat. Et vous voyez que normalement, au début, je devais y rester que 5 ou 6 ans et j'y suis toujours 35 ans après. Donc à Brest depuis 1984. Du coup, à cette époque, vous étiez encore étudiant ? C'est-à-dire que je venais de passer le concours d'internat et j'avais choisi Brest pour un certain nombre de raisons. Et donc j'ai commencé mon internat à Brest en 1984. Alors le choix de la neurochirurgie s'est fait au bout de 1 ou 2 ans, mais ce n'était pas du tout prédestiné, si vous voulez. Après, comme vous le disiez, c'est le choix de rencontre avec des personnes qui vous marquent, et en particulier, c'était à l'époque, le neurochirurgien était le professeur Besson, qui était le chef de service à l'hôpital Morvan, et voilà, cette rencontre a déterminé mon orientation. Mais la médecine était-elle un vœu depuis toujours, comme un choix d'enfant ? Non, pas du tout, parce que je crois que je suis le premier médecin de la famille. Si mon grand-père maternel était médecin de brousse au Vietnam, d'où je viens. Mais sinon, la tradition, entre guillemets, dans la famille était plutôt j'ai des frères qui sont presque tous ingénieurs, ils ont fait ce qu'on appelle les concours des grandes écoles, et puis j'étais un peu prédestiné à cela. Et puis, mais là encore, c'est des choix au lycée avec des très bons amis, des discussions autour d'une cheminée qui détermine votre carrière. Et j'ai déçu mes parents, quelque part. C'est la question que j'allais vous poser. Vous êtes le mouton noir de la famille ? Non, maintenant plus. Mais à l'époque, ça n'a pas toujours été simple parce que, en fait, effectivement, je me suis inscrit un peu à la faculté de médecine à Cochin, à Paris, sans en avertir mes parents à l'époque. C'est pas. Je crois qu'ils ne m'en veulent plus maintenant, mais cela n'avait pas été facile au départ. Et le choix en particulier de la neurochirurgie les a-t-il surpris, ou pour eux, toute autre spécialité aurait eu la même réaction chez eux ? Je crois qu'à partir du moment où le choix de la médecine était fait, après, ils ne sont plus intervenus dans le choix de la spécialité. Et puis, après, à partir du moment où vous quittez le nid et puis que vous volez de vos propres ailes, vous faites le choix que vous voulez, ils n'interviennent plus dedans, mais je pense qu'ils étaient assez... oui, ils étaient d'accord. Mais bon, de toute façon, ils n'auraient pas été d'accord, c'était pareil. Alors aujourd'hui, donc moi je vous ai vu dans le cadre d'une opération. C'est vrai que c'est quand même, pour quelqu'un comme moi qui n'a pas l'habitude,
c'est assez édifiant quand même. Je m'en rappelle très bien, je vous revois en train de préparer le corps. Il y a quand même une importante phase, une phase en tout cas qui m'a semblé importante, qui était de préparer déjà le corps. Il y a quand même un rapport direct à la rigueur, ces premières étapes, qui consistait simplement à ôter quelques centimètres carrés de cheveux. On aurait pu se dire, tiens, c'est peut-être pas forcément le chirurgien qui va le faire, mais quelqu'un d'autre. Enfin, il y a quand même, parce qu'on imagine toujours nos chirurgiens, je dirais la vis pointue de la médecine, au fin fond des lobes qu'il va opérer. Et en fait, non, il y a quand même un rapport déjà premier, immédiat au corps. Et est-ce que vous tombez dans une sorte de mécanisme automatique aujourd'hui, ou est-ce que lorsque vous arrivez près du patient, vous êtes à 100% déjà dedans, comme si elles étaient aussi importantes que ce qui va suivre? C'est-à-dire que ce qui est extrêmement important, c'est de considérer chaque intervention comme un acte unique. Vous avez un patient qui est unique devant vous. Même si vous avez fait cette intervention des centaines de fois, pour le patient, il s'agit d'un acte unique. Donc, l'intervention, en fait, est préparée nettement plus en amont. Elle est préparée à partir du moment où la décision avec le patient est prise de devoir intervenir. Et en fait, elle est déjà préparée dans votre cerveau, elle est mûrie, aujourd'hui, on prépare on fait des planifications de l'intervention sur les examens préopératoires, le scanner, l'IRM, on fait pas des véritables simulations, mais on se projette déjà dans son esprit sur ce qu'on va faire. Donc, tout est déterminé à l'avance. Après, ce sont comme des actes les uns après les autres qui s'enchaînent, comme lorsque vous montez du premier au quatrième étage, vous mettez une marche après l'autre. Oui. Et donc, tout a l'air parfaitement rodé parce que c'est simplement tout est en fait préparé, planifié à l'avance pour qu'il y ait le minimum de surprises. Après, c'est vrai qu'on a les chirurgiens, peut-être pas plus les neurochirurgiens que d'autres, on a un contact entre guillemets physique avec le patient. Donc ça, c'est très très important. Voilà, c'est peut-être quelque part ce que les chirurgiens font de même recherche, c'est-à-dire il y a un contact direct, un acte direct qui permet de traiter, voire de guérir le patient. C'est probablement ce qui chez nous inconsciemment nous pousse à faire ce métier. C'est-à-dire que, je n'ai pas envie d'établir de basse comparaison, mais entre une jambe cassée et une tumeur, vous voulez dire que vous accédez à une sorte d'intimité de la personne ? Forcément, oui. On accède à l'intimité physique de la personne. Mais ce qui compte, et ce qui est beaucoup plus important, et on le repère soi-même, moins, c'est qu'en réalité, auparavant, on a accédé à l'intimité, entre guillemets même, non seulement physique, mais psychologique, quelque part, à l'âme du patient, à partir du moment où on a établi le contrat qu'on doit faire avec lui, quoi. Oui. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Si, je crois que je vais le traduire parce que il me revient aujourd'hui en tête en vous entendant que quand je suis sorti de l'hôpital, après avoir assisté à ce que j'avais pu voir, la préparation du corps, et puis ensuite vous en train d'opérer cette personne, j'avais eu l'impression qu'on m'avait fait franchir comme une sorte d'interdit. C'est-à-dire que moi, de mon vivant, je n'aurais jamais eu à voir, par exemple, parce que ce qu'était le cerveau de cette personne ce jour-là, en fait. Vous voyez, c'est dans une vie courante, mais normale, il n'y a pas énormément de gens à qui c'est donné de faire ce que vous faites. C'est-à-dire que vous accédez quand même à des parties, et j'avais vraiment l'impression, d'accéder à quelque chose auquel, dans l'ordre naturel des choses, je n'aurais pas eu accès normalement. Et je me suis dit, c'est quand même assez impressionnant parce que non seulement il y a l'accès, évidemment, on retrouve des traces, je crois, du néolithique où nos lointains ancêtres avaient pu déjà commencer à faire des trous dans la boîte crânienne de leurs semblables pour voir ce qui se tramait là-dessous. Mais vous y accédez et en plus vous le soignez à l'aide de la préparation de toutes les IRM qu'on peut imaginer, savoir où est la tumeur, comment elle est positionnée, parce qu'en plus elle est en 3D, si ça se trouve elle est très peu présente en surface, mais beaucoup plus développée à l'intérieur.
Et aujourd'hui, on se dit, on arrive à dépasser cette surface, à gagner en profondeur pour ôter ce qui ne va pas. Alors ça m'amène à cette question, je ne sais pas combien d'années d'expérience vous avez, mais au fil de ces années-là, comment avez-vous perçu les évolutions qui ont pu toucher ce domaine? Est-ce qu'il y a eu des échecs? Et est-ce qu'il y a eu aussi des percées ou des voies qui n'étaient peut-être pas les bonnes, d'un point de vue technique ou d'un point de vue je dirais, psychologique? De toute façon, la médecine en général et la neurochirurgie en particulier, sont des spécialités qui sont en perpétuelle évolution. Il faut imaginer que, c'est vrai, vous aviez raison, au néolithique, on faisait déjà des trépanations chez les Égyptiens aussi. L'un des, entre guillemets, neurochirurgiens les plus connus au XVIe siècle, c'est Ambroise Paré, qui avait fait une trépanation pour essayer de sauver le roi de France, Henri II, blessé lors d'un tournoi. Il n'y est pas arrivé, hein. Le roi est quand même mort d'un abcès au cerveau, suite à avoir pris un morceau de lance à travers son casque, son aume, mais voilà. Alors, évidemment que, en l'espace de... Moi, ça fait 35 ans qu'il a commencé. On a vu des développements considérables en l'espace de 30 ans, pas tellement en termes de technique chirurgicale, mais en fait en termes d'imagerie. Oui. C'est l'imagerie qui est essentielle pour étudier le cerveau, puisqu'on a une boîte crânienne fermée, et donc il faut essayer d'imaginer, non seulement d'imaginer, mais de étudier ce qui se passe à l'intérieur. Donc c'est l'imagerie, c'est le scanner, c'est l'IRM. Il faut penser que moi, quand j'ai commencé à l'internat, il y avait un seul scanner dans tout le Finistère. Maintenant, il y en a j'exagère, dans chaque quartier de Brest. Voilà. L'IRM, à l'époque, on n'en parlait même pas. Donc, maintenant, vous avez une chirurgie qui est basée sur une espèce de navigation péropératoire. C'est-à-dire qu'à tout moment, on sait exactement au millimètre près à quel endroit on se situe. Il y a même des possibilités de faire des IRM pendant l'intervention chirurgicale. Bon, pas à Brest, mais dans un certain nombre d'hôpitaux en France. Voilà. Alors, il ne faut pas se leurrer non plus, il ne faut pas être aveuglé par la technique ou l'imagerie. C'est très facile de montrer des très très belles images, ça peut être fascinant. Il ne faut pas oublier que on a affaire à des êtres humains, et donc à partir du moment où on a affaire à des êtres humains, que ce soit le patient ou nous, il peut y avoir pas des défaillances, mais des échecs justement. Et c'est ce qui permet de rester quelque part un peu humble, si vous voulez, devant la difficulté de la tâche qui nous incombe, devant les échecs qu'on peut avoir et qui peuvent vous, entre guillemets, vous miner. On se rappelle beaucoup plus de ces échecs personnels ou de l'équipe plutôt que des réussites. Justement, tout métier a son lot d'imprévus. Le vôtre, j'imagine qu'il y en a aussi. Une opération peut mal se passer comme alors qu'elle était bien préparée ou on s'attendait à ça. Et est-ce qu'aujourd'hui, justement, avec ces progrès de l'imagerie, est-ce qu'on arrive à repousser ces imprévus, ou est-ce qu'il y a encore tout un domaine qui peut nous échapper et quand une fois qu'on a ouvert, on s'aperçoit que la situation auxquelles on s'attendait n'est pas forcément la même. Et dans ce cas-là, que faire en fait? Est-ce que ça arrive ça peut arriver que la mort survienne pendant l'opération et qu'on ne sache pas l'endiguer, quoi, ou en tout cas la faire reculer? C'est évident. C'est-à-dire, à partir du moment où il s'agit entre guillemets, d'une science qui n'est pas exacte et qui s'intéresse à de l'humain, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à la fois de traiter un patient, et nous on est des êtres humains avec nos défauts, nos imprécisions, ils persistent malgré le fait que les progrès technologiques permettent de réduire la marge d'erreur. Il persiste un imprévu qui peut survenir pendant l'intervention, avant ou même après, peut persister un certain degré un certain pourcentage d'erreur qu'on essaie de réduire le maximum, mais qui est irréductible, quoi. On arrivera à
très faible pourcentage de complications ou d'imprévus, mais on n'arrivera jamais à le réduire à néant, si vous voulez. Et c'est ce que je vous dis, c'est ça qui vous oblige à rester humble devant la difficulté de la tâche. Alors après, lorsque ça survient pendant une intervention, lorsqu'un imprévu survient, ce qui est déterminant, en fait, c'est quelque part l'expérience du chirurgien ou des chirurgiens ou de l'équipe qui travaille avec lui. Voilà, j'ai souvent l'habitude de dire aux internes que ce qui compte dans une intervention chirurgicale, c'est tout d'abord l'indication chirurgicale, c'est capital, c'est-à-dire est-ce que ce patient doit être opéré ou pas, s'il doit être opéré, quelle intervention on doit faire, quel type d'opération on doit faire. Donc c'est vraiment l'indication chirurgicale. Ça ne sert à rien de faire une très très belle intervention technique, d'un point de vue technique, si elle s'adresse à un mauvais patient, pas un bon patient. Si le patient n'a pas besoin, on aura un mauvais résultat. Oui. Et la deuxième chose qui compte, c'est de pouvoir faire face, entre guillemets, ou de gérer une situation imprévue qui peut survenir pendant l'intervention. Et là, ce qui compte, c'est la réactivité des gens avec qui vous travaillez, la vôtre. Et ça dépend essentiellement de votre expérience en réalité. De votre phrase sur la technique, une magnifique opération sur un patient qui n'en a pas besoin, faut-il comprendre qu'il y a là une sorte de tentation, c'est-à-dire du point de vue de la technicité que ça demande, on peut se dire en tant que médecin, tiens, j'ai l'occasion peut-être de tester quelque chose, d'aller plus loin de ce que j'ai déjà fait, alors que ce n'est pas nécessaire, mais il y a une sorte un peu d'ego, une sorte d'orgueil à repousser une limite à laquelle on était confronté, une réussite technique magnifique. Ça peut exister, ça ? Bien sûr, mais ça c'est une réaction tout à fait humaine. Et la difficulté, effectivement, c'est de résister à la tentation de réaliser une intervention pour elle-même, d'essayer de faire, entre guillemets, ce qu'on appelle un exploit chirurgical. S'il n'est pas utile pour le patient, on lui fait courir un risque et ce n'est pas bien. Alors, c'est vrai que plus vous exercez dans des spécialités très pointues, plus cette tentation est importante. Parce que quand on a fait une belle opération qui a permis d'obtenir un très bon résultat sur un patient, donc on est content. Hein. On a forcément une petite réaction d'orgueil. Bon, après, ça dépend de l'ego de chacun. Hein. Mais ce qui peut se passer, c'est que le lendemain, vous pouvez avoir un échec terrible, retentissant, perdre un patient ou avoir une complication sévère que vous n'avez pas forcément prévue. Et bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qui doit vous obliger à rester un peu humble devant la réussite. Justement, ça m'avait marqué. Ce qui m'a marqué, évidemment, il y a l'opération, mais c'était après l'opération. Ce qui m'a marqué, c'était le café. On a pris un très très simple café dans un bureau. Il y avait une secrétaire qui était là. Et je me suis dit à ce moment-là, il est impossible pour quelqu'un qui repasse dans ce couloir et qui nous voyait là, il était impossible à cette personne qui passait dans le couloir d'imaginer que vous étiez dans le cerveau de quelqu'un 2 minutes 35 avant. Enfin, je me suis dit, c'est quand même c'est tout à fait anachronique. On est en train de prendre un simple café et voilà, 2 minutes 35, on était, en train d'enlever une tumeur chez quelqu'un et peut-être de lui sauver une vie. Et ça, je me suis dit, c'est savoir rester très simple, en fait. Voilà, on a fini ce qu'il fallait faire. Et ça m'avait marqué. Alors, il y a une question qui m'amène, c'est... Après, on a le droit de vouloir boire un café aussi. C'est pas un besoin très compliqué. Hein. Non, c'est pas... Ce que je veux dire, c'est que, il faut rester simple. Oui. Je veux dire, c'est pareil, imaginez les gens qui vont dans l'espace, ils reviennent, première chose ils arrivent sur Terre, peut-être qu'ils ont envie de boire un café tout simplement, et il y a 5 minutes, on n'imaginait pas qu'ils étaient en train de tourner autour de l'espace. Quoi. C'est vrai. Autour de la Terre, pardon. Autour de la Terre. Ouais, c'est tout. C'est pour tout métier, c'est pareil. Hein. Oui. Mais quand vous le voyez, c'est d'autant plus impressionnant. Alors, il y a quand même, vous avez insisté sur la technique, c'est-à-dire notamment de l'imagerie.
Est-ce que le développement de cette technique laisserait supposer qu'on puisse, d'une part, faire évoluer évidemment les années d'apprentissage et aussi les réduire, du fait d'avoir plus de facilité à terme dans ce métier à voir où est la tumeur, comment elle s'est développée, quelle forme elle a? Est-ce qu'il y a un gain de temps permis par la technique qui permettrait de réduire la durée d'apprentissage, ou au contraire, est-ce que parce qu'on a plus de technique, il faut mieux l'appréhender, mieux la maîtriser pour mieux la comprendre et mieux en percevoir aussi les limites? Votre question est extrêmement intéressante et elle met le doigt sur un peu on est un peu à la croisée des chemins, effectivement. C'est vrai que le développement, même l'explosion des techniques d'imagerie en particulier, dont on parlait tout à l'heure, mais pas seulement, aussi des techniques qui permettent d'explorer la fonction du cerveau, permettent de comprendre beaucoup mieux ce qui se passe, et donc de faciliter en fait l'approche chirurgicale dans un problème neurochirurgical notamment, et donc en théorie de réduire les risques de complications. Mais par rapport à la formation, ça doit rendre... l'exigence est la même. C'est-à-dire que la formation, on est obligé à ce moment-là d'acquérir quand même des techniques par rapport à il y a quelques dizaines d'années d'acquérir un certain nombre de connaissances pour mieux apprendre ces techniques qui évoluent tout le temps, en permanence. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a une profession qui est basée sur l'humain. C'est-à-dire que cet apprentissage régulier qui doit se faire régulièrement, jour après jour, semestre après semestre, année après année, elle peut pas être raccourcie. L'apprentissage de l'humain, de la préhension, c'est pas appréhension, mais la préhension, P-R-E-H-E-N-S-I-O-N, du problème humain que représente le patient et sa maladie, ce n'est pas uniquement un problème technique. Oui. C'est pareil, les étudiants, moi j'ai eu régulièrement des étudiants, je leur disais souvent, le savoir, ça on y arrive toujours, parce qu'à force d'apprendre, si on n'est pas totalement idiot, on finit par comprendre et apprendre les choses. Le savoir, on finit par l'acquérir. Ce qui est beaucoup plus difficile à acquérir et qui ne dépend pas uniquement d'une capacité d'apprentissage, c'est le savoir-être. Et c'est beaucoup plus important. Alors, voilà, voilà. Donc, c'est aussi important l'apprentissage. Donc, dans la formation des étudiants, des internes, de la technique, que la façon de se comporter. C'est être au chevet de ces malades, les soutenir, les aider. Le comportement, c'est vis-à-vis du patient, mais c'est aussi vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis du personnel avec qui on travaille, parce qu'on travaille souvent avec des infirmières, des aides-soignantes, secrétaire, avec vos collègues, vos aînés, vos chefs, vos internes, les gens que vous formez, voilà, tout ça. Tout ça, c'est... Toutes ces relations doivent être... on doit, si vous voulez, on doit y faire vraiment attention. Alors justement, parce que je ne suis pas du tout un spécialiste du domaine médical en France, mais il suffit d'ouvrir les journaux... pour s'apercevoir qu'en ce moment, quand même, le climat, j'ai l'impression, au niveau du ministère, et par rapport aux urgentistes notamment, est assez conflictuel, assez difficile. Et à votre niveau, je me disais, mais un chirurgien comme ça qui opère dans un hôpital, quel est le lien entre les médecins, les chirurgiens qui opèrent, qui traitent les patients, et peut-être une direction d'hôpital qui leur demande peut-être simplement, qui s'arrête peut-être juste à un rendement, en fait, il faut qu'ils fassent tourner une boutique. J'imagine que parfois ça ne doit pas être simple, parce que d'un côté vous êtes tiraillé entre le soin exprès du patient, de la personne qui vient vous voir, et aussi peut-être rendre des comptes finalement à une hiérarchie
qui n'est peut-être pas sur le même terrain, en fait. Comment cela s'organise-t-il, en fait? Y a-t-il aussi une différence entre le privé et le public? Alors là, dans votre question, il y a plusieurs questions. C'est évident que il y a une espèce de dichotomie dans ce qu'on appelle la gouvernance de l'hôpital entre les médecins et les directions administratives. Alors, mais il faut quand même on s'aperçoit quand même au fil des années que les terrains se rapprochent. C'est-à-dire que il faut pas. C'est facile quand on est médecin de tout mettre sur le dos des directeurs en disant, ou de l'administration en disant oui, on n'a pas les moyens qu'il faut, etc., etc. Mais il faut aussi imaginer qu'il y a des contraintes budgétaires et qu'on ne peut pas non plus tout faire. Donc, on s'aperçoit qu'en fait, à la fois les médecins qui étaient un peu auparavant dans leur tour d'ivoire, on comprenne, parce qu'ils vivent c'est des acteurs de la société, tout simplement. Et puis maintenant, ils ont peut-être des formations un peu plus spécifiques en gestion, en management, en économie, tout simplement de la santé, appréhendent beaucoup mieux tout ce qui est problème finances, budgétaires, et donc quelque part vont participer de manière un peu plus active à la gestion de l'hôpital. Et à l'inverse, les directeurs, je pense qu'eux aussi sortent progressivement de leur terre d'ivoire et on finit par trouver probablement il y a un terrain d'entente, une rencontre. Les gouvernances maintenant dans les hôpitaux, les cliniques. Et là, il n'y a pas beaucoup de différence entre un hôpital public et un hôpital privé. Pour répondre à votre deuxième question, c'est très souvent une espèce de binôme entre la gouvernance médicale et la gouvernance administrative. Et voilà. Ça, c'est le monde idéal. Après, c'est pas toujours idéal, ça c'est clair. On s'en rend compte tous les jours. Et bon, c'est comme ça. Il faut essayer de prévenir les conflits, essayer de les régler quand il y en a. Et puis de toute façon, on va tous dans le même sens, qui est le traitement des gens, des patients, des malades, des gens qui en ont besoin. Voyage en récit. Fong Damieux. Geoffroy Scrive. Quels sont même vos espoirs? Oui, quels sont les espoirs par rapport notamment à la recherche ou à l'amélioration des techniques ou des soins apportés? Est-ce qu'il y a des domaines particuliers qui vous semblent plus opportuns d'étudier pour soigner tel ou tel malaise, tel ou tel problème de santé dans votre domaine, ou y a-t-il à ce moment, je ne sais pas, peut-être ces dernières années, des recherches plus qui ont évolué sur des résultats concrets? Il y a deux domaines où j'aimerais bien, mais bon, c'est un peu pieux, où les choses avancent un peu plus. C'est d'une part les tumeurs les cérébrales qui sont des tumeurs malignes pour lesquelles on n'a pas beaucoup de traitement et pour lesquels le pronostic reste sombre. Entre le début de mon internat et maintenant, donc il s'est passé 35 ans, l'espérance de vie pour ce type de tumeur est passée de 11 mois à 14 mois. Vous avez vu, 3 mois en 30 ans, c'est... Bon, voilà, ça c'est la première chose. La deuxième... J'aimerais bien parce que j'avais pas mal travaillé là-dessus quand j'étais plus jeune dans un certain nombre de laboratoires de recherche, sont les lésions de la moelle épinière qui laissent comme des séquelles importantes, notamment les lésions traumatiques. Bon. Il y a pas mal de progrès qui sont en cours notamment sur tout ce qui est miniaturisation, intelligence artificielle, qui permettent peut-être d'espérer
pas de refaire marcher les gens de manière physiologique, hein. C'est-à-dire on peut pas réparer le système nerveux-central, c'est par définition, hein, c'est extrêmement difficile, hein. Mais par contre de se servir de micropuces, pour refaire fonctionner les muscles ensemble, pour faire que ces patients puissent se déplacer de nouveau, quoi. Voilà, c'est les deux choses. Ce sont les deux domaines pour lesquels j'espère voir déboucher un certain progrès avant la fin de ma carrière. En dehors de votre métier, finalement, quelles sont vos occupations principales, si ce métier vous laisse encore en faire? Bien, quand on est jeune, on est complètement absorbé par son métier, et plus on vieillit, et plus on s'aperçoit qu'il y a quand même des choses à côté. Et on est en train si on ne veut pas passer à côté de certaines activités, et en fait, je suis en train de faire plein de choses à côté, beaucoup plus qu'on ne croit. Bon, puisque c'est Geoffroy Strive qui m'interviewe, on a en commun d'être tous les deux des altistes. C'est-à-dire on joue de l'alto pour notre plaisir, et en particulier ensemble à l'orchestre universitaire de Brest. Voilà, donc c'est une chose. Sinon, je m'intéresse à pas mal d'autres choses qui sont un peu mon jardin secret, donc je vais le garder secret. Justement, je voulais savoir, vu que vous accédez au cerveau, est-ce que vous posez, moi je me la suis souvent posée, comment cette information transite comment est-elle émise là-dedans, et par quel chemin parfois elle passe? On a beau connaître le chemin, mais la beauté de ce chemin me pose toujours question, entre le moment où j'appuie le doigt sur la corde pour faire une note, et le moment où je me dis il faut que j'appuie le doigt à tel endroit, et à tel moment, et avec telle intensité pour faire cette note. Enfin, c'est complètement fou. Et quand on opère un cerveau, on dit mais c'est par là que l'information, c'est là qu'elle naît, et c'est par là qu'elle passe. Enfin, oui, tout ça est très mystérieux, je trouve. Non, en fait, on comprend de mieux en mieux. Et on a des faisceaux comme des circuits électriques entre certaines zones du cerveau ou centres qui vont déterminer telle ou telle fonction. Et vous avez un courant électrique qui passe par des faisceaux, des fibres nerveuses, des cellules nerveuses pour commander la main, le doigt, pour qu'il passe la corde, tout simplement. Alors, tout simplement, mais est-ce qu'il y a un retour? C'est-à-dire qu'il y a un retour, on imagine toujours dans un sens, mais en fait, il y a forcément un retour pour savoir pour sentir que la note est fausse ou pas. Donc, à ce moment-là, on a l'oreille qui perçoit le son, et on sait tout de suite si la note est fausse ou pas, et on corrige immédiatement en retour sur doigt pour que la note soit juste. Et donc c'est en permanence un échange entre en fait le cerveau donne un ordre à la main, et en retour il reçoit un certain nombre d'informations de la périphérie, c'est-à-dire et qui lui permettent de moduler le fonctionnement, quoi. Alors, si des violonistes nous entendent, ils vont commencer à rire, parce que nous sommes tous les deux altistes et nous parlons de justesse. Mais il y a tout de même une information que je voudrais savoir, c'est je suis parfois frustré de me voir réagir aussi lentement pour modifier mon son, modifier ma justesse, modifier mon coup d'archet, enfin rétablir ce qui devrait être. Et cette frustration n'est-elle pas plus intense pour quelqu'un qui passe sa vie à étudier les cerveaux, pour se disant comment se fait-il que le mien ne réagisse pas plus vite alors que je passe ma vie à l'étudier? C'est pas parce qu'on étudie le cerveau en général que le vôtre fonctionne plus vite. Ça, ce serait beaucoup trop simple, et ce serait... Oui, non, c'est sûr. Donc, en fait... Non, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est pas... Et puis, c'est... Faut pas que ce soit non plus forcément des réflexes au millième de seconde. Ça manquerait de poésie, on va dire. C'est-à-dire que
Alors, ça veut dire que si on fonctionnait en temps de réaction rapide, ou en temps de réaction le plus court possible, ça veut dire que les temps qu'on peut consacrer, par exemple, à une réflexion, ce qui est quand même très intéressant, une réflexion par rapport à, je sais pas, quand vous lisez un chapitre, une phrase, un texte, on a besoin de réfléchir, de comprendre le texte qu'on a lu avant d'exprimer un peu, de formuler un peu sa pensée, d'un temps de réflexion. Ah, vous faites bien de parler de ce sujet de la lecture, parce que nous sommes précisément sur une émission de lecture. Lisez-vous, ou ce métier vous laisse encore le temps de lire, et si oui, quels auteurs ont votre prédilection? Alors, je suis, comme beaucoup, j'achète beaucoup de livres, mais j'en lis pas beaucoup. Alors, en ce moment, je suis en train de lire, parce que ça m'intéresse, ça va vous surprendre, hein, c'est parce qu'on m'a offert ça à Noël, on m'a offert ce bouquin à Noël, c'est les mémoires de guerre de Winston Churchill. C'est très très intéressant. En plus, je pense qu'il a mérité son prix Nobel dans les années 50 parce que la plume est très verve. Vous le lisez en anglais? Non, c'est une traduction française, mais on imagine anglais, c'est très très bien. C'est très intéressant. Sinon, en ce moment, je m'intéresse, je sais beaucoup à l'histoire de la Bretagne, donc j'ai acheté un nombre important de livres sur l'histoire de la Bretagne, et puis je les lis par bribes. Mais revenons sur la Grande-Bretagne, Churchill. Un cerveau, justement, d'après vous? Ah bah, eh bien, je peux pas vous le dire parce que quand on lit les mémoires. Et puis vous l'avez pas opéré. Non. Et puis les mémoires, les mémoires de ça vous détermine pas si cette personne était. Ça vous permet pas de la connaître, son caractère, sa personnalité, c'est difficile. Hein, Et puisque cette émission est aussi sur l'antenne de RCF, quel rapport y a-t-il, par exemple, entre un métier comme celui que vous exercez et la croyance en un être supérieur qui nous aurait créé, c'est-à-dire en tant qu'être vivant, être pensant, être agissant? Y a-t-il un lien immédiat entre ce que vous voyez et ce que vous pouvez penser de cette croyance? C'est très difficile de répondre à cette question parce que ça met en jeu vos croyances personnelles, quoi. Il y a quand même dans ce qu'on, à partir du moment où c'est de l'humain, si vous voulez, il y a des mystères, il y a des choses qu'on ne comprend pas, pour lesquelles on n'a pas d'explication rationnelle sur ce qui se passe dans telle ou telle maladie. On ne comprend pas tout. Alors, il est possible que c'est parce qu'on n'est pas arrivé au bout de la compréhension et qu'un jour prochain, on va y arriver à comprendre, entre guillemets, à disséquer tous les mécanismes d'une maladie, par exemple, ou de sa propagation, ou à l'inverse de sa guérison. Mais c'est ce que je vous disais, comme par rapport à ce que je disais tout à l'heure, par rapport aux complications, il y aura un taux irrépressible. Oui. Et ben là, c'est pareil, il y aura toujours un mystère pour lequel qu'on ne comprendra pas, et qu'on peut pas attribuer, mais on peut penser qu'il y a peut-être une intervention de puissance, je ne sais pas si c'est le terme, mais suprahumaine, on va dire, oui. ou extra-humaine. Qui expliquerait ce qu'on qualifierait de miracle? Oh, je ne sais pas, ou à l'inverse. Oui. Dans les deux sens, ça m'a. Ouais. Pour finir, si jamais des jeunes, soit déjà en médecine, soit voulant exercer plus tard dans ce domaine, pour vous, quelle qualité faut-il pour exercer justement en tant que neurochirurgien? Comme pour beaucoup de métiers, je pense que la première qualité, c'est pas une qualité, c'est plus disons, qualité au sens propre du terme.
C'est-à-dire, Votre façon d'être. ouais, il faut de l'enthousiasme. Voilà. Il faut avoir envie de le faire. Et puis si on a envie, après on découvre au fur et à mesure, pas après pas, ce que ça peut vous apporter, la richesse d'une spécialité, la richesse des rencontres. Il faut avoir envie, c'est tout. Mais j'imagine qu'il faut... Et après, il faut persévérer. Je crois que c'est la... en fait, il y a beaucoup de... entre guillemets, de qualité. Ouais, c'est ça. Il y a l'enthousiasme. Je pense qu'il y a la persévérance. Il y a beaucoup d'observation. Il faut être patient. Il faut bien regarder. Il faut analyser ce qu'on voit autour de soi. On n'a pas besoin d'intervenir. Pas besoin de parler forcément. Mais observer. C'est comme ça qu'on enrichit son expérience. Ça suppose une certaine patience. Ah oui. Il faut être très patient. Il faut être patient. Et puis là encore, il faut un minimum d'humilité, quoi. Comment peut-on vivre un échec? Ou en tout cas, ce que le médecin peut, ou ce que le chirurgien peut considérer, lui, comme un échec? On le vit pas bien, on le vit très mal. Ça dépend du type d'échec. Qu'est-ce que ça peut laisser comme séquelles aux patients? Des fois, on peut avoir même brisé une famille, brisé une vie. Vous pouvez culpabiliser là-dessus. Et ça, c'est vrai que c'est des choses qui, malheureusement, plus on avance dans sa carrière, dans sa vie professionnelle, et plus on va en avoir. Forcément, statistiquement, on va avoir des échecs. Et donc, il faut savoir... c'est pas toujours facile, il faut savoir essayer de rebondir derrière, essayer d'être résilient. Parce que derrière, il y en a d'autres, quoi qui arrive. Voilà. Mais en même temps, on y pense tout le temps. Des échecs importants, vous y pensez tout le temps. Consciemment, inconsciemment, ça revient toujours. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On pense beaucoup plus à ses échecs qu'à ses réussites. Voilà, mais bon, c'est ce qui fait aussi, comment dire, pour grandeur et misère, pour paraphraser Balzac. Eh bien, ce sera sur cette citation que nous terminerons, si vous le voulez bien. Merci beaucoup. De rien, Geoffroy. Merci.